Bonjour. Voilà, moi je m'appelle Fanny Guérino, je travaille dans le bureau d'études Alter Eco qui est à l'initiative de l'étude dont on va vous parler. Moi je vais me charger de la partie contextualisation de l'étude et ensuite je laisserai la parole à Hélène et à Mélanie qui vous présenteront les aspects plus concrets des inventaires qu'on a menés. Des inventaires donc sur 4 espèces de petits mammifères, la chrosope aquatique, la chrosope de Miller, le campagnol des neiges et campagnon amphibie, dans le cadre de cirques montagneux dans le Cantal. Donc, on a cherché ces espèces dans le cadre d'inventaires assez généralisés sur 2 cirques de montagne qui font partie qui sont un site dont on aimerait argumenter la mise en protection dans le cadre de la stratégie des aires protégées 2030. Donc, le comité technique départemental du Cantal a désigné un certain nombre de milieux naturels qu'il a jugés prioritaires pour tenter de mettre en protection. Il y a des forêts, des ripisylves, des espaces ouverts thermophiles et donc des milieux subalpins, comme le site sur lequel on a fait l'étude. Donc, ok, je ne refais pas tout l'historique de la stratégie des aires protégées. L'idée est d'argumenter de la très grande valeur écologique d'un lieu pour revendiquer sa mise en protection, alors soit en arrêté préfectoral d'habitat naturel, APHN, soit en arrêté de protection d'habitat d'espèces, les APPB, soit rêvons en réserve naturelle, puisqu'on n'en a pas dans le Cantal. Et donc on a fait des inventaires un peu sur plein de groupes taxonomiques, et dont en particulier sur les petits mammifères, et en ciblant plutôt les espèces patrimoniales, du coup celles qui ont de la valeur, ou alors une espèce comme le campagnol des neiges qui est inféodé vraiment au milieu subalpin, comme il peut pas se... Enfin si, en fait, il peut tout à fait se développer ailleurs, mais il est quand même très favorisé par des milieux subalpins chez nous, et donc du coup l'idée c'est de dire que c'est des milieux uniques et qu'ils méritent d'être protégés. Donc on a sollicité un financement auprès du Fonds d'accélération pour la transition énergétique, écologique, pardon, le Fonds vert, et une subvention à hauteur de 35 750 € pour étudier 2 sites, donc un site de ripisylve dans le Lot qui n'a rien à voir, et ce site de montagne. Et donc la moitié à chaque site, et l'étude micro-mammifère a représenté 30% du budget pour le site de montagne. L'idée c'était d'avoir de nouvelles données parce qu'il n'y en avait pas sur ce groupe taxonomique là, et pour les groupes taxonomiques qui sont déjà connus, parce qu'en fait c'est un site qui est juste au pied d'un site Natura 2000, donc il y a déjà pas mal de données naturalistes sur plein de taxons, en particulier la flore et les lépidoptères. Donc pour les taxons qui étaient peu connus, on a voulu faire un petit plus de données, et pour les taxons déjà connus, on voulait un peu caractériser l'occupation des sites, la répartition, l'utilisation par les espèces de ces 2 sites. Donc les voilà, ils sont en plein milieu des monts du Cantal. Il y a le point culminant du Cantal, le plomb que vous voyez là à 1855 mètres. Pour ceux qui font du ski, la station du Lioran, c'est juste au-dessus. Et le site Natura 2000 prend les parties des crêtes. Il s'appelle Monts et Ponts du Cantal et il prend les parties des crêtes, mais pas l'ensemble des 2 cirques que vous voyez. Donc au nord, le cirque des Gardes et au sud, le cirque de Ferval, qui sont donc des milieux pour la plus grande, enfin la moitié est vraiment au-dessus de la limite du subalpin inférieur, donc c'est au-dessus de 1400 mètres. Ils se caractérisent par un très fort dénivelé entre les parties basses à 1100 et les parties hautes à 1800. Donc sur 423 hectares, on a vraiment une pente très très forte. Et on a aussi une grande diversité de milieux, bon, c'est pas pour rien qu'il y a le site Natura 2000 à proximité. Nous, dans le courant de l'étude, on a dénombré 36 habitats naturels différents, dont des habitats d'intérêt communautaire, il y en a une dizaine, et une douzaine d'habitats éligibles aux arrêtés de protection d'habitats naturels. Donc ça représente presque 77% de la surface qui est patrimoniale en termes d'habitat, et qui est relativement aussi peu fréquenté et peu exploité, puisque le GR400 passe au-dessus des cirques, mais à l'intérieur des cirques, c'est pas difficile d'accès, mais c'est un peu engageant d'accès, et donc c'est resté relativement sauvage comme espace. Donc moi je vais vous présenter un peu plus les méthodologies qu'on a mis en place et les choix qu'on a dû faire dans le cadre de cette étude. Donc concernant les chrosopes, les 2 espèces, on a choisi d'utiliser des tubes capteurs couplés à de l'analyse génétique. Pour les campagnols des neiges, donc de la capture temporaire, et pour le campagnon amphibie, de la recherche d'indices de présence. Je vous détaillerai un peu plus juste après les méthodes, mais il faut savoir qu'on a dû faire des adaptations de protocole avec plusieurs contraintes qui étaient donc le temps, les déplacements, le budget et la météo qu'on avait.
Et donc ça représente 4 jours de terrain pour 2 agents. Alors, pour la partie cross-up, donc comme je vous le disais, des tubes capteurs de fesses, donc ils ont été appâtés avec des verres de farine déshydratée. On les a placés tous les 10 mètres, donc soit le long de différentes faciès d'un ruisseau, soit sur des écoulements en zone humide. Et à chaque fois, on a essayé de choisir des micro-habitats le plus favorable possible. Il y avait donc 25 tubes par cirque. On n'a réalisé qu'une seule relève, donc ça faisait partie de nos contraintes. D'habitude, c'est plutôt 2 relèves, là on n'a fait qu'une seule. On avait provisionné pour 4 échantillons génétiques. Et on n'a pas mis non plus de tube capteur de poils, toujours pour les mêmes raisons d'économie. Donc pour les résultats, on a eu tout d'abord de nombreux incidents. Donc on a eu pas mal de pièges qui ont été lessivés ou dont le couvercle a été ouvert. On a aussi beaucoup eu de tubes inopérants, submergés ou carrément emportés par le cours d'eau. Et donc ça représente 9 tubes avec des indices pour le cercle des gardes et 3 pour le cercle de Ferval. Ce qui fait un taux de captation de 42,8% pour les gardes et 23,1% pour Ferval. Mais on a quand même réussi à détecter 5 espèces, et notamment la crossope aquatique sur Ferval uniquement. Donc dans le tableau, vous avez un peu le détail. Les espèces en plus, c'était donc la musarine pygmée, le campagnol roussâtre et les 2 mulots. Et vous avez la photo d'un cadavre parce qu'en plus de ces données, en redescendant du cirque, je suis tombée sur une crossope au milieu du chemin qui m'attendait là. Après, pour la partie campagnole des neiges, donc comme je disais tout à l'heure, on a fait de la capture temporaire. Donc on a utilisé des pièges INRA avec dortoir et des souricières équipées. Donc on a respecté les recommandations du guide produit par la SFEPM. On a choisi de faire un seul éboulis par cirque, toujours pour les mêmes contraintes énoncées par avant. On a appâté avec des graines de tournesol ou des noix, des carottes, des verres de farine déshydratée. À ça, on a ajouté de la litière, donc soit du foin, soit du coton hydrophobe. On a placé à chaque fois les pièges en couplant en fait, soit 2 INRA et une souricière sous l'inverse. Et on les a placés tous les 10 mètres environ, ce qui représentait 41 pièges par éboulis en 20 stations. Et toujours pour des questions de contraintes de temps et autres, on n'a fait qu'une seule nuit de capture, au cours de laquelle on a ajouté une source aqueuse. Et on a fait par contre au cours de cette nuit plusieurs relèves, toutes les 2 à 3 heures. On a réalisé un marquage temporaire, un marquage par coupe de poils, et pour tout ce qui était campagnole des neiges capturée, on a fait des prélèvements de poils aussi. Donc là, pour vous donner très rapidement le contexte, donc vous avez le cercle des gardes en haut avec un éboulis de 3800 m², et le cercle de Ferval, c'était 2 éboulis qui étaient distants de 27 mètres, un de 5000 m² et l'autre de 1600 m². Et pour les résultats, donc on a armé les pièges 18h40, 19h selon le cirque, 2 à 3 relèves et la fin du dispositif 1h45, 1h30. On avait quand même des conditions un peu compliquées, pré-orageuses avec pas mal de rafales de vent dans les éboulis, c'était pas super pratique. On a quand même eu 35 captures par cirque, 3 ou 4 espèces pour les gardes et 5 pour Ferval. Et les rendements qui étaient plutôt bons avec 65,9% pour les gardes et 61% pour Ferval. Et pour vous donner un peu le détail des espèces capturées, donc on a eu Sorex du groupe couronné carlé, le campagnol des neiges, le campagnol roussâtre, les mulots et quelques indéterminés, parce qu'on a eu des petits problèmes au moment de la saisie des données. Pour rentrer dans les détails du campagnol des neiges, donc au garde, il y a eu 16 captures pour 13 individus, 11 femelles qui se répartissent en 3 juvéniles, 4 subadultes, 4 adultes, et les 2 mâles, un juvénile et un adulte. Et pour Ferval, 5 captures pour 3 individus, une femelle et 2 mâles, un subadulte et un adulte. Et malheureusement, il y a eu un cas de mortalité en main qui n'a pas été expliqué. Et dans le tableau, vous voyez, donc, ce qu'il faut en retenir notamment, c'est qu'on a pu, en fait, grâce au marquage, analyser un peu les déplacements qu'il y avait entre différentes captures. Et pour Ferval, on a quand même un déplacement minimal de 32 mètres et pour les gardes de 23,3 mètres, entre 2 relevés de la même soirée. Et je laisse ça parler. Pour ce qui est du campagnol amphibie, alors on a fait ça par recherche des indices de présence, donc les crottes et crottiers qui sont caractéristiques. Étant donné qu'on n'avait pas forcément beaucoup de jours sur site, on a fait ça en fait au fil du temps où on y était, donc soit pendant le repérage du terrain, soit pendant la pose des tubes capteurs ou dans les autres habitats favorables qu'on a traversés. Donc systématiquement, soit on parcourait l'entièreté, on était en général au moins 2, voire 3 ou 4, l'entièreté de la zone favorable, soit quand on pouvait, on faisait au moins une longueur de 100 mètres. Mais la plupart du temps, les endroits favorables étaient assez limités. Donc vous voyez sur cette carte, c'est tous les endroits en rose en fait qui ont été parcourus. Il y a les endroits dans les cirques et on a fait aussi un petit ruisseau en aval du cirque des gardes sur un milieu de type fossé entre 2 prairies.
On n'a rien trouvé. Voilà, pas une seule crotte de campagnol. Voilà. D'autres crottiers, donc de petits campagnols du genre Microtus, donc avec des réfectoires et crottiers. Mais par contre, dans tous les autres milieux traversés, on n'a rien trouvé. Il y avait quand même des belles zones humides. Les habitats étaient quand même assez petits. Merci. Mais voilà, je vais y venir juste après sur l'interprétation des résultats. Donc vous voyez quelques images des différents habitats avec deux zones humides à gauche, une plutôt en bas du cirque, celle en haut à gauche, et puis plutôt juste à côté d'un éboulis, donc assez plus en altitude et d'une autre composition en bas à gauche, et puis au milieu en bas, c'est le fossé entre les deux prairies en aval des cirques. Donc sur tout ce qu'on peut discuter sur nos résultats, on vous présente ici une carte en fait des données connues, en tout cas c'est issu d'une extraction de la base de données locale et puis du SINP. Donc en jaune vous avez les contours des deux cirques qu'on a prospectés. Et donc si on commence par le campagnol amphibie, donc c'est les points bleus que vous avez, donc vous en avez sur le même bassin versant bien plus... Ah oui, ici. Voilà, donc les cirques sont ici, sur le même bassin versant de la Serre, en fait ils sont vraiment bien en aval, les données connues, vers Arpajon-sur-Serre où vous avez Aurillac ici, voilà, pour vous situer, Aurillac est ici, Saint-Flour c'est juste là, là il y a Murat, et là il y a Salaire ou Salaire, je sais pas, Salaire. Voilà pour le campagnol amphibie, donc en fait... les habitats étaient favorables si on les extrayait juste comme ça. La connectivité quand même est bonne sur le réseau. Par contre, en fait, nous, on y a été pas longtemps sur le site, mais Fanny, qui a passé beaucoup de temps, a constaté des assecs très réguliers des milieux. Donc en fait, ça peut largement expliquer le fait qu'ils n'y soient pas. Il y a aussi du piétinement, pas mal de troupeaux sur certaines zones humides où elles stationnent. Les vaches stationnent. Et après, le contexte local fait que dans l'Atlas des mammifères d'Auvergne, en tout cas, il est signalé comme très rare et très localisé, notamment dans les monts du Cantal. Donc voilà, c'est pas forcément une surprise de ne pas l'avoir trouvé, même si ça nécessiterait sûrement de passer un peu plus de temps quand même, ou au moins de faire un deuxième passage sur les zones. Ensuite, pour les crossop, donc c'est les points qui a les losanges en rouge et rose plus ou moins pâle, donc celles qu'on a mises en évidence. Les données les plus proches sont sur d'autres bassins versants. Et en tout cas, donc on a mis en évidence la présence de la crossop aquatique dans le cirque de Ferval. Elle est très probable aussi dans le cirque voisin puisque les milieux sont connectés et il y a de l'habitat qui est favorable. Point d'interrogation pour la crossop de Miller, est-ce que le cadavre qu'on a transmis pour le programme espèces cryptiques nous révélera la présence de la crossop de Miller? On ne sait pas encore. Et pour le campagnol des neiges, donc c'est tous les points noirs, donc que ce soit les carrés, c'est des données de présence, et attention, les croix, ce sont des données alors je ne vais pas utiliser le mot absence, mais de prospection négative, c'est-à-dire qu'il a été recherché lors de sessions de piégeage par le groupe mammalogique d'Auvergne il y a quelques années, et c'est simplement qu'il n'a pas été détecté, mais c'est absolument pas des données d'absence. Hein. Et donc on voit que le campagnol des neiges a été détecté sur des pierriers autour du site, hein, donc on attendait l'espèce. On est quand même très, très contente de l'avoir détecté avec si peu de temps sur site. Voilà, donc il était attendu et on l'a détecté rapidement. Et donc voilà, on préconise évidemment de poursuivre l'effort d'échantillonnage au moins pour les crossop, le campagnol amphibie. Et un petit mot sur le muscardin, parce qu'il n'a pas été intégré au début de l'étude sur les espèces à enjeu, alors que, on en a parlé juste avant, mais en tout cas les habitats sont favorables. En termes d'altitude, en fait, il y avait une présentation au colloque à Clermont-Ferrand sur le fait qu'on le considère plutôt comme une espèce de plaine, mais en fait il monte assez haut. En Auvergne, il y a un maximum autour de 1500 mètres d'altitude, donc sur les cirques, il est complètement, les habitats sont favorables, il est très probable, il pourrait être là. Donc il sera recherché, il a été recherché par Joël d'Alter Eco sur 1 ou 2 journées dans les noisetiers en cherchant des noisettes et un peu des nids, mais voilà, ça nécessite un peu plus d'efforts de prospection. Et ensuite, sur les techniques d'étude, donc on a bien retrouvé l'intérêt d'appliquer les recommandations sur la capture. On s'est posé la question avec le peu de temps sur place, est-ce qu'on favorise plutôt plusieurs nuits de capture ou est-ce qu'on fait du pré-appâtage? Donc on est contente d'avoir fait du pré-appâtage et malgré le peu de temps de capture, on a quand même réussi à détecter l'espèce cible, donc c'est plutôt bien. Le rendement du piégeage, alors c'est difficile le rendement ça va sur le piégeage, il est globalement bon par rapport à ce qu'on peut regarder dans les autres études. En tout cas, il y a pas mal de pièges qui ont capté au moins une espèce. Pour les tubes, par contre, la durée est trop courte, c'est-à-dire qu'on les a laissés en place 1 semaine.
Ça semble trop court, et puis surtout, il y a eu des mauvaises conditions météo qui ont fait que les niveaux d'eau ont vraiment monté. Donc on les avait anticipés un peu, cette montée du niveau des eaux, mais pas suffisamment. Et donc se pose la question de comment on fait pour encore plus anticiper, parce que typiquement dans ce type de milieu, de ruisseau, vous avez une berge qui est un peu abrupte, donc on pose le tube à ce niveau-là quand on cherche plutôt les crossopes. Mais en fait, voilà, est-ce qu'il aurait, enfin là dans notre cas, pour que le tube ne se fasse pas emporter, il aurait fallu le poser carrément en haut de la berge. Donc est-ce que vous faites pareil? Enfin voilà, comment vous faites vous aussi quand vous savez que sur la semaine de pause, les niveaux d'eau vont monter? Et donc sur notre taux de captation, on est plutôt moyen bas. Et pour finir, voilà, on a apporté avec les résultats pas mal d'informations pour donner du poids au dossier et à la mise en protection. On a émis des préconisations et puis on a pu faire une analyse du potentiel en termes d'habitat, par exemple sur le muscardin. Et au-delà des cirques, ça donne quand même des informations sur les connaissances sur la répartition des espèces et puis aussi sur les techniques d'études. Et après, voilà, on s'est beaucoup posé la question parce qu'on trouvait très intéressant de mettre un petit peu de moyens pour étudier ce groupe d'espèces qui est souvent pas étudié. Mais mine de rien, dans le budget qui était alloué à l'étude, c'est un coût non négligeable qui a été attribué. Donc voilà, c'est toute la question du coût-bénéfice de ce qu'on fait, parce qu'avec des protocoles un peu diminués comme on a fait, quand on n'a pas de résultat, on ne peut pas conclure sur l'absence des espèces évidemment. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez aussi l'habitude de des fois tirer vers le bas le nombre de passages qu'il faudrait faire, ce genre de choses? Et par contre, on met bien une attention sur le fait que de faire peu de passages ou quoi, c'est pas forcément quelque chose qui peut se faire dans tous les cadres. Là, quand c'est de l'amélioration de connaissances et pour la mise en protection, pourquoi pas, mais quand c'est dans le cadre réglementaire comme des études d'impact, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on préconise. Donc on remercie les financeurs, toute l'équipe d'Alter Eco, les bénévoles du GMA et puis vous aussi pour votre attention. Pas beaucoup de questions, parce que les maîtres du temps sont... Ouais, c'est pire que moi, ça. On a une visio après. Et on a des vidéos après. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question, si quelqu'un sur les tubes, sur le placement des tubes, comment vous faites quand c'est ça? Est-ce que vous reportez carrément les tubes parce que vous savez qu'il va y avoir de la pluie? Ou est-ce que vous mettez, quand vous voulez capter la crossope, vous ne mettez pas les tubes en bas et vous les mettez en haute berge quoi? Alors moi c'est pas des tubes, c'est des pièges Longworth, mais la problématique est un peu la même. Généralement, je ne choisis pas une nuit de prospection avec risque d'orage, etc. et de montée du niveau d'eau. Ouais. Donc, et je mets alors, soit ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont sur les berges à proximité de l'eau, à quelques dizaines de centimètres au maxi de l'eau. Et puis, soit éventuellement un petit peu au-dessus, comme tu dis, mais ceux qui marchent le mieux, c'est quand même ceux, on a l'impression que les bestioles suivent la berge, ou en tout cas vont à l'eau, etc., et se prennent là-dedans. On avait misé sur ça, mais voilà, on n'avait pas misé sur le gros orage qui a éclaté, mais par contre, oui, pas trop de solutions. Très vite, au sujet des crossopes, la recherche à vue, ça marche très bien quand on cherche les crottes. Donc quand on cherche du glacement, on trouve gavé de crottes de crossopes. Donc il n'y a pas que les tubes. C'est vrai qu'en fait, on ne l'a pas précisé, mais quand on a récolté les crottes, on a récolté ce qu'on trouvait dans les tubes, sur les tubes, mais aussi en remontant le ruisseau, et on a pris aussi des crottes qu'il y avait sur les cailloux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la crossope a été détectée, grâce à une crotte sur un caillou et pas une crotte dans un tube.